Voilà, donc aujourd'hui nous allons vous présenter donc une étude des conquêtes d'Alexandre le Grand à travers une carte qui est donc libre de droit, hein, qu'on peut trouver sur Wikipédia, donc il n'y a pas de souci là-dessus, qui a vraiment un intérêt au-delà d'être complète et correcte, hein, c'est qu'elle présente voilà, on pourrait dire la géographie physique des territoires d'Asie. Alors, on va repartir donc évidemment à Pella, hein, donc la capitale de l'empire de Macédoine. Donc Alexandre va quitter donc au printemps 334 dans les buts évidemment de prendre pied en Asie mineure, avec pour projet au départ de libérer de la tutelle perse les cités grecques d'Anatolie, hein, ou d'Asie mineure. Donc c'est bien sûr le projet panhellénique de son père Philippe II qui reprend là à son compte les concepts du philosophe Isocrate. Donc Alexandre traverse avec son armée le détroit donc, de l'Hellespont. Il prend le temps de faire un pèlerinage à Troie où il va déposer donc en hommage des insignes donc sur la tombe supposée d'Achille, et son favori Héphaïstion fera de même sur celle de Patrocle. Et donc très rapidement, hein, l'armée d'Alexandre va être confrontée donc à une armée levée par les satrapes perses, qui n'ont pas suivi d'ailleurs les conseils de prudence du mercenaire grec au service des Perses, à savoir le nom de Rhodes, qui lui préconisait plutôt une politique de la terre brûlée et d'attirer Alexandre à l'intérieur des terres. Donc les satrapes perses ont confiance dans leur armée nombreuse, hein, une armée essentiellement composée de cavaliers, mais aussi avec un corps considérable, hein, de mercenaires grecs. Donc la première bataille a lieu le long d'un fleuve côtier, donc au Granique, et Alexandre donc emporte la victoire par une charge de cavalerie. D'ailleurs, donc le contingent des mercenaires grecs est encerclé et ils sont tous massacrés, hein. Donc là, Alexandre ne pardonne pas la trahison des Grecs, hein, donc premier fait d'armes au Granique, hein. Donc cette victoire va décapiter d'ailleurs un temps l'état-major perse, savoir que plusieurs satrapes et généraux d'importance y trouvent la mort, et donc ça va lui libérer l'accès au littoral d'Anatolie. Donc il va d'abord mettre la main sur l'immense trésor de Sardes, donc la capitale de la Lydie, et entreprendre les sièges ensuite de Milet et d'Halicarnasse. Alors, on peut remarquer d'emblée qu'il va laisser de côté la Bithynie, hein, qui est un royaume, qui va laisser aux mains d'une reine Ada, hein, dont il en fait une alliée. Donc on voit, hein, le siège important, hein, d'Halicarnasse, et d'ailleurs, en fait, il va laisser une partie de son armée, hein, notamment Ptolémée, terminer le siège et faire la conquête de la Lycie et de la Pamphylie. Là, il va remonter donc vers l'intérieur de l'Anatolie, donc la Phrygie. C'est là, à Gordion, hein, où se déroule l'épisode du nœud gordien, hein, où Alexandre coupe du tranchant de son épée le fameux nœud qui, selon la légende, une fois dénoué, lui ouvrirait les portes de l'Asie. Donc on voit, hein, il va tout de suite aller s'enfoncer vers la Cilicie, hein, notamment avec une ville importante qui est un siège d'ateliers monétaires, hein, la ville de Tarse, et il va laisser, hein, de côté
la région donc de Cappadoce et de Paphlagonie, qui va rester aux mains d'un dynaste perse, Ariaratée, qui sera ensuite conquise, on verra, par Perdiccas au profit de Mendecardia, après la mort d'Alexandre. Donc le but d'Alexandre est bien donc de s'enfoncer vers le cœur donc de l'Empire perse, sauf que Darius a monté donc une armée et donc va chercher par des marches rapides à contraindre Alexandre à la bataille. Donc Alexandre va lui aussi par des marches audacieuses arriver donc sur les arrières en fait de Darius, et la bataille donc a lieu à Issos, le long d'une plaine côtière. Donc on est là ici à l'été 333. Alors le site n'est pas favorable au déploiement de la cavalerie perse, et donc la cavalerie macédonienne entreprend donc un mouvement décisif qui voit donc la victoire d'Alexandre et la fuite de Darius. D'ailleurs, Alexandre va mettre la main sur partie voilà, de la famille royale achéménide, notamment la mère, Darius, Cambis, ainsi que sur une fille de Darius, Satéra, et il va les traiter avec tous les égards dus à leur rang. Donc là, on voit que Alexandre ne va pas tout de suite foncer vers la Mésopotamie, comme on aurait pu le supposer, foncer vers Babylone. Il va d'abord envahir la Phénicie, évidemment riche région, pour couper voilà la dernière façade maritime de l'Empire perse. Alors, il sera un temps arrêté d'abord à Sidon, et surtout à Tyr, qui est un immense siège. Les habitants de Tyr sont très confiants dans les capacités de défense de leur cité. On est donc là un long siège qui a duré de janvier à août 332, et grâce à une flotte, parce que Tyr est en partie sur une île proche du littoral, la ville finit par tomber, les habitants réduits en esclavage ou massacrés. Donc là, évidemment, la porte de l'Égypte est ouverte. Alexandre est confronté de nouveau à un siège à Gaza. Il va longer d'ailleurs Jérusalem, et il aurait rencontré d'ailleurs le grand prêtre de Jérusalem qui l'a accueilli favorablement. Donc là, Alexandre ensuite s'enfonce donc en Égypte. Il prend pied d'abord à Memphis et va donc poser les plans de ce qui deviendra Alexandrie, la principale évidemment ville, on pourrait dire de l'époque hellénistique. C'est lui qui en a fait les plans, mais la ville sera achevée sous le règne de Ptolémée II. Ensuite, il va entreprendre à Siwa un pèlerinage auprès des prêtres d'Amon, qui vont le reconnaître comme un dieu, comme le fils d'Amon. On est là au printemps 331. Donc Alexandre ensuite fait le chemin inverse, passe par donc Damas et entreprend donc de traverser l'Euphrate. En fait, en clair, on pourrait dire qu'il a laissé le temps à Darius, ça c'est un dessin qu'il a eu, laisser le temps donc à Darius de monter une immense armée afin de le battre une bonne fois pour toutes. Donc là, Darius a eu le temps de monter une immense armée, notamment avec des contingents des satrapies orientales,
Et Darius a pris le temps aussi de s'installer dans une plaine, là cette fois-ci très favorable au mouvement de la cavalerie, et notamment aussi au mouvement des chars à faux. Il va donc même raser les collines pour donc sur le site de Gogamel pour lui permettre des mouvements de cavalerie. Cette bataille est parfois abusivement appelée bataille d'Arbélès, sachant que la plaine de Gogamel se trouve non loin d'Arbélès, donc en Irak actuel. Donc là, par un mouvement, on va dire, de cavalerie, Alexandre parvient à tromper les Perses. Voilà, il fait un mouvement oblique pour mieux attaquer ensuite le centre perse directement, évidemment éliminer Darius. Et donc là, Darius, une nouvelle fois, est contraint à la fuite. Grande victoire de Gogamel. On est bien en octobre 331. Donc il va ensuite se lancer à la poursuite de Darius, mais évidemment, il veut d'abord faire son entrée à Babylone. Donc il va l'accueillir avec bienveillance, notamment les prêtres de Marduk qui veulent, on va dire, s'affranchir de la tutelle des Perses. Ensuite, donc, il va continuer vers Suse, toujours donc à la poursuite de Darius. Mais là, il faut voir, on est en 330, ça figure pas sur la carte, mais il sera arrêté à un moment dans un étroit défilé, une porte persique, par un satrape perse, et dans un étroit défilé. Donc c'est une bataille assez méconnue, mais importante. On peut considérer que c'est le barreau d'honneur des Perses. Mais bon, Alexandre finit par faire sauter le bouchon, si on peut dire ainsi, et passer ce défilé. Là, donc s'ouvre à lui une des capitales perses, un grand centre religieux qui abrite notamment les archives de la religion du zoroastrisme. Et là, Alexandre va, on pense, ordonner, bon, c'est un accident, l'incendie des temples de Persépolis. On est là donc en début de l'année 330. Alors toujours à la poursuite de Darius, il va remonter vers le cœur de la Médie, à Ecbatane, mais entre-temps, un satrape perse qui s'appelle Bézos va assassiner donc Darius, qu'il considère comme inapte à mener la résistance. Et donc là, Alexandre va se trouver un nouvel ennemi en la personne de Bézos. Donc Darius trouve la mort à l'été 330. Il va soumettre ensuite la région donc de Lari, toujours donc à la poursuite de Bézos. Et c'est ici donc on est là près de l'actuel Hérat, qu'il va faire exécuter donc Philotas, un officier de haut rang, un commandant de la cavalerie, un titre d'hipparque, ainsi que faire exécuter Parménion, le père de Philotas, alors stationné à Ecbatane. Alors, ces campagnes dans les Hautes-Satrapies vont durer tout de même 3 ans, si on inclut voilà, jusqu'aux campagnes en Haute-Asie. C'est pas forcément les campagnes les plus connues, une des plus prestigieuses du règne d'Alexandre. En tout cas, il va donc s'avancer jusqu'à l'Afghanistan actuel, et c'est à ce moment-là que les satrapes perses vont livrer Bézos à Alexandre, car ils craignent que celui-ci ne ravage leur satrapie, exécuté.
Alors, il va poursuivre ensuite vers Bactre et ensuite vers le euh, pays des Scythes, où il va en fait faire une démonstration de force le long de ce fleuve, la Moudaria, que les Grecs appellent l'Oxos, et donc une démonstration de force à l'encontre des Scythes qui préfèrent fuir. Ensuite, Alexandre va fonder ce qu'on considère comme l'Alexandrie la plus lointaine, d'ailleurs, ça s'appelle Alexandrie escapée, Alexandrie la plus lointaine, littéralement. Et en redescendant ensuite vers la Sogdiane, il va donc obtenir le ralliement d'un satrape perse qui s'appelle Oxyartès, d'ailleurs c'est un des satrapes qui a livré des autres, et épouser sa fille. Alors là, on entre dans une deuxième phase du conflit, c'est qu'il compte évidemment faire la conquête de l'Inde. Donc ce que les Grecs appellent l'Inde, c'est ni plus ni moins que le Pakistan actuel, le long de la vallée de l'Indus. Donc en fait, il est appelé par un roitelet indien basé autour de Taxila. D'ailleurs, justement, les auteurs l'appellent Taxilès. En fait, Taxila appelle Alexandre à l'aide contre un puissant voisin, Poros. Vous voyez ici le royaume de Poros, ou Puru. Alors, vous voyez, d'ailleurs, il va donc traverser le fleuve de l'Hydaspe et rencontrer la puissante armée de Poros, qui a à la tête un immense corps d'éléphants de guerre. Vous voyez la bataille ici donc, de l'Hydaspe. D'ailleurs, son cheval Bucéphale meurt d'épuisement et en son honneur, il va fonder la cité de Bucéphalie. Là ensuite, on va laisser Poros en place, après cette victoire coûteuse d'ailleurs, et il va vouloir, sur les conseils de Poros justement, marcher contre la dynastie des Nanda, une puissante dynastie, de l'autre côté donc de l'Iphase. Sauf que là, son armée refuse d'avancer plus loin. Elle est épuisée, veut retourner jouir des fruits des conquêtes. Donc là, évidemment, il ne va pas prendre le chemin inverse, ce serait trop facile. Il va avoir pour projet de remonter toute la vallée de l'Indus, notamment une partie qu'il va faire en bateau, sachant qu'il y a un corps, celui d'Héphaïstion, commandé par Héphaïstion, qui va longer la rive de l'Indus. Là, à Patala, il va fonder des comptoirs commerciaux, et durant cette campagne de l'Indus, il va soumettre très violemment d'ailleurs des cités, des petites républiques indiennes, qui d'ailleurs se révoltent, on va dire, avec sous l'action de brahmanes, de prêtres hindous. Donc là, ça va être proprement dit le chemin du retour, qui va s'avérer très complexe pour le corps commandé par Alexandre. Il va diviser son armée en 3 corps. Le premier, dirigé par Cratère, qui prend la route nord, et il va également confier à Néarque une immense flotte pour rouvrir la voie commerciale entre l'océan Indien et le golfe Persique. Sauf que cette flotte a besoin de dépôts de vivres, et donc Alexandre va choisir de faire un itinéraire le long de la côte pour venir en soutien de la flotte de Néarque. Bon, d'ailleurs, jamais il ne croisera la flotte de Néarque, donc c'était totalement en vain. Mais surtout, ce désert de Gédrosie est un désert très aride, c'est le désert du Makran, dans le Baloutchistan pakistanais actuel, et ça s'avère un désastre, il y a des milliers de morts du fait de l'épuisement.
Donc il rejoint en Carmanie le corps de Cratère. Donc il retourne ensuite vers la Perse, hein, et finit par faire d'ailleurs sa jonction avec la flotte de Néarque qu'il croyait d'ailleurs perdue. C'est là que vont avoir lieu donc à Suse. On est là donc février-mars 324, d'immenses noces, hein, où il va contraindre 10 000 de ses soldats et officiers gréco-macédoniens d'épouser des femmes perses et mèdes. Donc lui-même, qui avait déjà épousé Roxane, hein, épouse notamment une fille de Darius. Alors, entre-temps, il va aussi faire un détour par Ecbatane, ce qu'on voit pas là ici. Hein, la carte est simplifiée. Mais pourquoi on parle d'Ecbatane? Parce que c'est là que va trouver la mort son favori, Héphaïstion, hein, qui va plonger évidemment la mort d'Héphaïstion, qui va plonger Alexandre dans une très grande affliction. Donc, il reprend ensuite le chemin, hein, je vous dis c'est simplifié, hein, d'Ecbatane à Opis, où a lieu une sédition importante, hein, de l'armée, qui voit d'un très mauvais œil l'intégration de troupes asiatiques. Donc, Alexandre fait ensuite son entrée à Babylone, où il prépare de nouveaux projets de conquête et d'exploration. Donc, il va ordonner plusieurs missions d'exploration maritime, notamment en mer Caspienne, hein, ce que les Grecs appellent la mer Hyrcanienne, en mer Noire également, hein, pour reconnaître là le pont Euxin, comme l'appelaient les Grecs à l'époque, et surtout lancer une mission d'exploration le long des côtes de l'Arabie, notamment en explorant la riche île de Bahreïn. Alexandre a aussi, on le suppose, peut-être d'autres projets, notamment en Cyrénaïque, peut-être aussi d'ailleurs, hein, dans le but d'ouvrir une voie commerciale vers Carthage, la colonie phénicienne. Évidemment, tous ces projets vont tomber à l'eau, car Alexandre trouve la mort, hein, sans doute de maladie. On est là en juin 323. Voilà donc pour cette analyse de cette. Voilà.